Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est le moment d'oublier le quotidien pour suivre Franck Ferrand dans de nouvelles aventures sur Europe 1, bien entendu. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Et avant de commencer, merci à nos auditeurs pour tous les messages agréables qu'ils nous adressent là depuis quelques jours. C'est très stimulant, oui, tout à fait. Alors il y a quelques mois, au début de cette révolution égyptienne qui a lancé le printemps arabe, le musée du Caire, où se trouvent les momies les plus célèbres, s'est trouvé en danger. Et comment ? Des vandales ont profité du trouble pour pénétrer au musée. Ils ont cassé des vitrines, ils ont emporté plusieurs trésors, dont 2 momies qui depuis ont été retrouvées, mais en mauvais état. Heureusement, la momie de Ramsès le Grand, dont nous allons parler, n'a pas été touchée. On a pu voir à la télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, Julia, ces images assez extraordinaires des manifestants égyptiens eux-mêmes qui, en attendant que l'armée vienne sécuriser, mettre en sûreté le musée, sont venus faire une chaîne humaine autour du bâtiment afin de protéger de leur corps les trésors de l'Égypte immémoriale. Mais quand vous parlez de la momie de Ramsès, il s'agit du corps même du pharaon ? Ah oui, en tout cas ce qu'il en reste, incroyablement bien conservé après 32 siècles. Le grand Ramsès, 2e du nom, 3e pharaon de la 19e dynastie. On peut dire que c'est sans aucun doute l'Égyptien le plus connu de toute l'histoire antique. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cette histoire commence comme un roman d'énigmes. Nous sommes à Paris au tout début de la Troisième République, c'est-à-dire au milieu des années 1870. Régulièrement, chez les antiquaires de la capitale, apparaissent des objets importants, des antiquités d'Égypte que personne n'avait jamais vues auparavant et qui, par leur qualité, par leur splendeur même, attirent l'attention des spécialistes. Les égyptologues parisiens étudient certaines de ces pièces et on se convainc assez vite d'une chose, c'est qu'elles sont d'origine royale. À l'évidence, elles ont appartenu à des pharaons du Nouvel Empire, mais puisqu'on ne les avait encore jamais vues, la seule conclusion qu'on puisse tirer de ces apparitions un peu spontanées, c'est que des trafiquants ont secrètement découvert une ou plusieurs tombes et qui sont en train discrètement de vider leur contenu, de les vider en tout cas ces tombes. Le plus écouté, le plus respecté de ces égyptologues parisiens, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années seulement, né de parents italiens et qui s'appelle Gaston Maspero. C'est un véritable surdoué. Dites-vous qu'il a été élu à la chaire d'égyptologie au Collège de France à 27 ans. Ça vous donne une idée du personnage. Il faut dire qu'à l'époque, on entrait peut-être un peu plus facilement au Collège de France. D'ailleurs, tout ce que c'est Maspero, il l'a appris dans les livres, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, en fait, pour le moment, Maspero n'a encore jamais mis les pieds en Égypte. Il va se rattraper parce qu'en 1880, il fait tout de même le voyage avec sa femme et avec 3 collaborateurs. On a besoin de lui, en effet, au Caire, pour assister le grand, le célèbre Auguste Mariette, le légendaire patron de l'école et du musée du Caire. Mariette est très malade à l'époque. Vous savez qu'il est diabétique, il est d'ailleurs au bord de la tombe. Du reste, il meurt en janvier 1881 et qui lui succède ? Le jeune Maspero. Or, depuis son arrivée au Caire, Maspero poursuit la même idée. Je vous ai dit qu'à Paris, il était très intrigué par ce qui se passait dans le monde, sur le marché de l'art. Eh bien, il entend mettre un terme à cette espèce de trafic d'antiquités, ce trafic souterrain dont je vous parlais. Dès le printemps, voilà donc Maspero parti en inspection du côté de Luxor. Il a pris pour se faire le bateau du service des antiquités, sur lequel il a d'ailleurs résidé quand il est venu s'installer au Caire. Le bateau s'appelle le Menchia. Les autorités locales suspectent 2 frères, donc dans la région de Luxor, 2 frères que l'on sait plus ou moins honnêtes, Ahmed et Mohamed Abdel Rassoul. On pense qu'ils sont en cheville avec le consul d'Angleterre, Belgique et Russie pour faire passer en Europe la marchandise qu'ils ont pillée. Pillée où ça ? Eh bien ça, c'est la question. Ahmed Abdel Rassoul est arrêté en avril de cette année 1881. Seulement, il refuse de parler et finalement,
c'est son frère aîné, Mohamed, qui passera aux aveux. Oui, c'est vrai, dit-il, il y a 10 ans, donc 10 ans en arrière, ça nous ramène en 1871, les frères Abdel Rassoul ont découvert une cachette à Der el-Bahari. Der el-Bahari, c'est cet endroit merveilleux, vous savez, où se trouve notamment le temple d'Hatchepsout, dont nous avons parlé à ce micro. Les belles pièces royales inédites qu'on retrouvait en vente chez les marchands d'Europe et notamment à Paris, elles venaient évidemment de la cachette de Der el-Bahari. Malheureusement pour Maspero, au moment des aveux de Mohamed Abdel Rassoul, il se trouve lui-même en France où il a dû rentrer pour régler un certain nombre d'affaires et c'est son adjoint, un Allemand nommé Emil Brugsch, qui se rend sur place. C'est le pilleur lui-même, c'est Mohamed qui conduit la petite troupe jusqu'à la cachette. Nous sommes donc le 6 juillet 1881, grande date pour l'égyptologie. Alors, arrivé sur place, il faut descendre par un puits de 12 mètres qui a été taillé dans le roc, puis emprunter, torche à la main, une sorte de grand couloir qui tourne à angle droit, puis encore un long corridor avant de trouver un escalier d'une quinzaine de marches qui descend vers le Saint des Saints. Attention, cette fois, on est dans un épisode d'Indiana Jones. Le tombeau contient pas moins de 36 sarcophages, pas moins de 3000 statuettes funéraires. Il y a là des meubles, de la vaisselle, des bronzes, des vases, des gobelets, des nattes, des perruques. Un vrai fantasme d'archéologue. Reconnu le thème principal du film de Cécile B. 2000, Les 10 Commandements. Et pour info, c'était Yul Brynner qui interprétait Ramsès II dans le film. Alors la cachette qu'on vient de découvrir est si riche, elle est tellement pleine à craquer de trésors que Brugsch est obligé d'avancer en rampant au milieu des merveilles. Ce qu'il y a de plus émouvant pour les amoureux de l'histoire égyptienne, c'est que cette nécropole souterraine abrite donc les restes de plusieurs pharaons, dont certains très connus. Des pharaons de la 18e dynastie, Amenhotep Ier, Thoutmosis Ier, Thoutmosis II, Thoutmosis III, dont nous parlions donc l'autre jour. Des pharaons de la 19e et de la 20e également, Ramsès Ier, Séti Ier, Ramsès II, nous y voilà, on l'appelle Sésostris au XIXe siècle, Ramsès III, Ramsès IX, etc. Il va falloir 2 jours et 2 nuits à plus de 200 ouvriers pour remonter à la surface les quelques 5000 objets plus ou moins précieux que contenait encore la cachette. C'est une manne archéologique inouïe. Brugsch a pris le plus de précautions possible, évidemment, et notamment, il fait travailler les ouvriers nus pour empêcher le vol des petits objets. C'est moins facile de cacher sur soi une statuette ou un oucheptine. Il va maintenant falloir attendre le Menchia, donc le navire, le bateau du Nil, le bateau du service des Antiquités, pendant une semaine au cours de laquelle les objets sont abrités du soleil par tout ce qu'on a pu trouver, des nattes, des tapis, tout ça, bien sûr, gardé de très près. Enfin, le bateau arrive à Luxor et on le recharge avant de repartir pour le Caire. Dans le beau livre qu'il consacre à la momie de Ramsès II, Robert Solé précise que Mohamed Abdel Rassoul a été largement récompensé de sa bonne volonté. Non seulement il reçoit un dédommagement de 500 livres sterling, mais il est nommé inspecteur des fouilles à Luxor. Et Gaston Maspero d'ironise « S'il met à servir le musée la même adresse qu'il a longtemps mise à le desservir, nous pouvons encore espérer quelques belles... » Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit au cœur de l'histoire sur Europe 1 où nous suivons les pas d'un des plus grands égyptologues fondateurs, Maspero, Franck. Maspero qui, lorsqu'il rentre en Égypte, donc après ce séjour, j'allais dire un peu malencontreux pour lui en France, puisque ça l'a privé d'être là au moment de la découverte de la cachette de Der el-Bahari, Maspero qui est ébloui par la richesse de cette manne rapportée par son collaborateur. Il va falloir des années, bien sûr, pour analyser tout cela, pour en tirer des monceaux d'informations. Parmi les nouvelles énigmes qui se posent à cet esprit que nous avons découvert fertile, il en est une qui ne peut que titiller un égyptologue. La momie qui porte le cartouche de Ramsès II a été retrouvée en vérité bien loin de sa tombe originale et dans un cercueil qui a l'air quand même très modeste. Comment expliquer ça, s'agissant du plus grand, du plus puissant, du plus célèbre à tout point de vue des dizaines et dizaines de rois que comptent 3000 ans d'histoire de l'Égypte antique? La tombe en question, la tombe de Ramsès le Grand, elle a été découverte en ruine et dégagée en partie en 1817 par un personnage célèbre, le fameux Henry Salt, qui n'était pas lui non plus d'une honnêteté toujours très scrupuleuse et qui a été l'un des grands pourvoyeurs des collections d'égyptologie britanniques et françaises.
Donc là, on était pas très longtemps après, vous voyez, une petite vingtaine d'années après l'expédition d'Égypte de Bonaparte. En 1844, un archéologue allemand a pu atteindre la salle sépulcrale, c'est-à-dire la dernière chambre de cette sépulture, et il l'a trouvée à peu près vide. En tout cas, sous les décombres, il n'y avait rien de spécial. Le cercueil de bois qu'on a donc trouvé dans la cachette de Der el-Bahari a toutes les chances de pouvoir être le véritable cercueil de Ramsès. Mais il est très simple, je vous l'ai dit. Il présente la forme d'une statue d'Osiris. Sur le couvercle, le pharaon est représenté avec l'uréus au front et la barbe tressée. Il a tous les attributs du pouvoir pharaonique, les mains croisées sur la poitrine qui portent l'une le sceptre et l'autre le fléau. Le cartouche avec le nom du pharaon paraît ne laisser aucun doute puisqu'il s'agit bien de Ramsès II. Donc je vous ai dit qu'à l'époque on disait Sésostris. En octobre, Maspero va plus loin. Il n'a pas résisté tellement à la tentation. Il a vu que certaines des petites bandelettes de la momie étaient mal attachées. Il les a soulevées, bien entendu. « J'ai trouvé sur la poitrine du maillot original, écrit-il, une inscription hiératique, c'est-à-dire en langue, ce sont des hiéroglyphes écrits, des hiéroglyphes plus simplifiés, si vous voulez. Une inscription hiératique à l'encre dont la teneur ne laisse aucun doute. C'est bien lui, c'est Ramsès le Grand. » Alors, que fait-il donc, ce Ramsès, si loin de sa sépulture initiale ? Eh bien, en vérité, Maspero ne va pas être très long à découvrir que la tombe de Ramsès II a été pillée à plusieurs reprises. On est habitués, nous, aujourd'hui, à ces questions. On l'était moins, évidemment, à la fin du XIXe siècle. Elle a été pillée dès l'Antiquité, même la Haute Antiquité, dès le règne de Ramsès III. Quand on relevait des traces de pillage dans une sépulture royale, que faisaient les prêtres ? Eh bien, évidemment, ils restauraient les momies et ils les replaçaient en lieu sûr. En l'occurrence, pour ce qui est du grand Ramsès, dans la tombe de son propre père, Séti Ier. Et puis, beaucoup plus tard encore, vers l'an 1000 avant notre ère, à l'époque des rois prêtres, Séti Ier et Ramsès II, entre autres, ont été transportés à leur tour dans la fameuse cachette de Der el-Bahari, où ils devaient reposer en paix cette fois jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce qu'en 1871, les frères Abdel Rassoul ne viennent les déranger. Une fois Ramsès II identifié, vous imaginez bien que les spécialistes vont vouloir aller plus loin. Ils vont vouloir en savoir davantage. Ils vont vouloir démailloter la momie, ce qui était à l'époque une espèce de rituel. C'était une opération devenue habituelle depuis plusieurs décennies qui donnait toujours lieu à tout un cérémonial protocolaire et mondain. On invitait des personnes très privilégiées à venir assister au dépouillement des momies anciennes. En l'occurrence, c'est le Khedive Toufik, qui est le vice-roi d'Égypte, qui va être invité. Il a beaucoup insisté auprès de Maspero, qui n'était d'ailleurs pas opposé à ce démaillotage, puisque Maspero est convaincu que c'est un moyen très intéressant d'en apprendre davantage sur la statue. Le débandelettage, comme nous dit Robert Solé, aura donc lieu le 1er juin 1886, et je vous livre la description que notre auteur donne de cette opération. Dans la salle des momies royales, écrit Robert Solé, Gaston Maspero a fait dresser 2 tables à tréteaux recouvertes d'un tapis. L'un de ses collaborateurs, Bourrian, assis à un petit bureau, est chargé de rédiger le procès verbal. Alors là-dessus, le Khedive fait son entrée. Cet homme falot, nous dit Solé, manipulé comme un jouet par l'occupant britannique, n'a ni le charme ni l'assurance de son père Ismaïl qui a été condamné à l'exil. Il salue chacun des invités avant de prendre place dans un fauteuil à dorure. La séance peut commencer. Alors un employé du musée retire Ramsès II de sa vitrine et Maspero fait constater officiellement les inscriptions indiquant qu'il s'agit bien du célèbre pharaon. Puis il commence à enlever les bandelettes. Un premier linceul apparaît, puis un deuxième. Une image de la déesse Nout d'environ 1 mètre y est dessinée en couleur rouge et noire. Le démaillotage continue, mettant au jour des pièces de toile maculées par la matière bitumineuse dont les embaumeurs s'étaient servis. Maspero racontera plus tard à des lycéens parisiens, je cite, « Le maillot qui protégeait le corps se déroula bande à bande. La tête se montra, une tête longue, haute, étroite, au teint mat et jaune, aux joues osseuses, au grand nez d'aigle, au menton massif et lourd, à la bouche dure et fine. »
Les assistants, nous dit Robert Solé, sont évidemment très excités. Ils ont quitté leur siège. La momie est un petit peu secouée. Le Khedive lui-même se trouve légèrement bousculé. Mais il prend, dit la chronique, son parti de l'accident très élégamment. Le démaillotage a duré un quart d'heure. Les personnes présentes sont frappées par le bon état de conservation de la momie. La peau du crâne est quasiment intacte. Des mèches de cheveux donnent une apparence de vie au pharaon dont les mains longues et fines portent des ongles soigneusement taillés. Ce visage, arraché à l'oubli des siècles, il va devenir célèbre près d'un siècle plus tard, en 1976, lorsque la momie qui était en mauvais état, lorsque la momie qu'on avait trouvée malade, sera amenée en France pour y être soignée. Oh, je n'étais pas grand, moi, à l'époque, mais je conserve très fort, je conserve inoubliable le souvenir de ce visage parcheminé, au nez busqué, qui apparaissait, disons-le, comme violé par le regard, peut-être par le voyeurisme d'une époque, la nôtre, si éloignée de celle à laquelle il avait vécu, parlé, ri et sans doute pleuré. La suite de la résurrection de la momie de Ramsès le Grand, nous allons la vivre en compagnie de Robert Solé, qui est à nos côtés dans ce studio et qui a beaucoup de choses à nous révéler, non seulement sur la momie elle-même, mais sur l'homme dont elle n'est plus que la terrestre dépouille. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. La vie éternelle de Ramsès II au seuil, c'est le titre du livre de Robert Solé, qui est votre invité. Il est journaliste, historien et romancier d'origine égyptienne. Franck. Oh oui, journaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Les lecteurs du Monde connaissent évidemment très bien Robert Solé. Nous sommes très honorés de le recevoir à ce micro cet après-midi. Merci Robert Solé d'être ici. Je suis ravi, oui. Vous connaissez effectivement bien l'Égypte. J'allais dire, vous êtes tombé dans le chaudron quand vous étiez petit, vous. Oui, moi, ça n'a pas été un coup de foudre, puisque je suis né dedans. Mais j'ai redécouvert l'Égypte, disons, plus tard, à l'âge adulte. Et vous n'avez jamais cessé de vous y intéresser depuis. Vos ouvrages sont nombreux sur le sujet. Là, vous vous intéressez donc à la momie de ce pharaon, Ramsès II. Je dis bien à la momie parce que ce que j'admire dans votre livre, ça c'est vraiment très bien fait, c'est que vous évoquez cette part-là, c'est la seconde vie du grand pharaon. Vous ne vous attardez pas du tout sur son existence elle-même, que nous avons d'ailleurs traité à ce même micro en d'autres temps, mais qui est très passionnante. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la vie de cette relique, si l'on peut dire, qui était destinée initialement au sommeil éternel. Nous allons y venir à la toute fin de cette émission. Pour le moment, j'aimerais qu'on revienne là où j'ai laissé votre propre récit, c'est-à-dire après le démaillotage de la momie, donc à l'été 1886. Dans les jours qui ont suivi, un médecin, il s'appelait le docteur Daniel Fouquet, s'est penché sur le cas de Ramsès et il a établi son propre diagnostic. Oui, alors avec des bouts de ficelle à l'époque, il a une règle à calculer, il a une loupe. Ah oui, on est loin des microscopes à balayage électronique, évidemment. Oui, mais il fait quand même une évaluation assez exacte et de son âge approximatif, entre 80 et 90 ans, et de l'état de la momie. Comme vous l'avez dit, la momie est en bon état. Après cette séance que vous avez décrite, qui est un sacrilège absolu, aux yeux de Ramsès que je fais parler d'ailleurs. Oui, qui vous donnez la parole constamment dans le livre. Oui, je le fais parler parce qu'il manquait un témoin dans cette histoire. J'ai fait mon enquête. Il manquait quand même le témoin principal, qui est Ramsès, qui seul pouvait témoigner de sa vie posthume. Alors Ramsès est profondément scandalisé, choqué par cette séance, et qui était inutile, à vrai dire. C'était plus de la curiosité que de la recherche scientifique. Il y a un côté tout à fait mondain, ça il faut le dire. Le Khedive avait envie de se faire plaisir et de présenter à ses invités un moment inoubliable. Ça se faisait beaucoup à l'époque pour des privilégiés, pour des happy few, des séances de démaillotage. Et cette séance de démaillotage a pour effet de montrer le vrai visage de Ramsès II. Jusque-là, on ne connaissait qu'un visage idéalisé, les statues. Un homme toujours jeune, beau, sans traits particuliers. Et Ramsès c'est le visage II, d'Abou Simbel. Hein, Voilà, ce sont ces magnifiques statues d'Abou Simbel. Et là, on va voir le pharaon tel qu'il était en réalité à la fin de sa vie, c'est-à-dire malade et vieux. Et ça choque Ramsès II lui-même, en disant « À quoi cela sert-il »
Qu'est-ce que ça vous révèle vraiment de ma personnalité, de mon gouvernement ? Il est choqué. Ça révèle quand même un certain nombre de choses, et à la fin du 19e siècle, il n'est pas du tout inintéressant de préciser, c'est la conclusion même du rapport de ce docteur Fouquet, que Ramsès était de type sémitique. Oui. Il ressemblait à un berbère, dit Fouquet. Absolument, oui, il est de la région, parce qu'il y a eu tout un débat par la suite disant Ramsès II était... Il y a aujourd'hui encore en Afrique noire des gens qui disent Ramsès, en réalité, était un Africain noir, ce qui n'est pas vrai. Et le docteur Fouquet l'a établi par une simple observation, qui sera confirmée d'ailleurs par la suite. Un certain nombre de grands visiteurs, évidemment, sont très intéressés, très intrigués par la momie. Vous citez Pierre Loti, qui va lui rendre visite à plusieurs reprises, et vous racontez la visite que Pierre Loti fait à la momie. Il la trouve déjà, au bout de même pas 15 ans, il la trouve, on est en 1895. On est au début de 1900. Ou 1900 peut-être, oui. Il la trouve déjà vieillie, déjà abîmée. Oui, alors Loti nous fait un grand numéro. Ça évidemment, oui. Ça je laisse à vos lecteurs le soin d'aller lire. Magnifique, je le cite parce que Loti a beaucoup de talent. Alors il invente évidemment. Il a fait cette visite. Il a fait cette visite de nuit au musée avec une lampe, avec un accompagnateur. Maintenant que nous allons nous retirer, écrit-il, qu'est-ce qu'il se passera ici avec la complicité du silence aux heures les plus profondes de la nuit ? Est-ce qu'ils vont rester inertes et rigides une fois livrés à eux-mêmes, tous ces embaumés qui faisaient mine d'être sages uniquement parce que nous étions là ? Magnifique, magnifique. Oui, Pierre Loti donc, mais constate en effet que la momie est abîmée. On constatera plus tard qu'elle est malade, sans savoir de quelle maladie il s'agit. La première radiographie que subit le corps de Ramsès II, c'est en 1912. Ça fait déjà une petite vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années à l'époque qu'on pratique des radiographies sur les momies. Et à cette occasion, on est obligé de les humecter, expliquez-vous. Et en les humectant, on se rend compte de l'incroyable travail de conservation qu'ont accompli les embaumeurs de l'Antiquité, puisque vous nous dites que les tissus, les cartilages eux-mêmes sont quasiment intacts. Oui, mais alors là, ça tient à la momification. Vous savez que... À des secrets perdus, du reste. Voilà, alors on a fini par découvrir exactement ce qu'était cette momification. C'est-à-dire qu'on enlevait, on commençait par enlever du corps tous les éléments putrescibles, le cerveau, les intestins, l'estomac, le foie, etc., ensuite, il y avait l'opération de dessiccation, c'est-à-dire de dessèchement à partir d'un sel spécial, un sel égyptien, le sel de natron. On réintroduisait le cœur dans la momie. Et ensuite, il y avait la fameuse séance de bandelettage, qui était destinée à préserver les chairs, à empêcher le corps de se déstructurer. Les Égyptiens avaient très peur de ça. Tout ça parce qu'il fallait que le corps soit conservé en vue de l'éternité. Et il le conservait admirablement. La maladie à laquelle vous faites allusion, on ne la décèle définitivement qu'en 1976. C'est tard. À l'occasion d'une exposition Ramsès II qui doit avoir lieu à Paris, la directrice du département d'égyptologie du Louvre, d'Égypte du Louvre, qui s'appelait Christiane Desroches-Noblecourt, j'en parle maintenant au passé puisque Christiane Desroches-Noblecourt nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Elle est en même temps commissaire évidemment de l'exposition. C'est elle qui a remué ciel et terre quelques années plus tôt, dans les années 1960, pour le déplacement des fameux temples d'Abou Simbel mis en danger par le barrage d'Assouan. Et Christiane Desroches-Noblecourt dit: et si après tout on faisait venir Ramsès à Paris? Alors on envoie sur place un certain nombre de spécialistes, de scientifiques destinés et dont la mission est de voir si la momie pourrait supporter le voyage. Et c'est à l'occasion des examens très approfondis qu'il procède sur la momie elle-même qu'il découvre à ce moment-là qu'elle n'est pas en bon état du tout, Robert Solé. Et elle n'est pas exposable. Dans cette situation, il faut donc la soigner. Mais la soigner où? Les Égyptiens n'ont pas les moyens de soigner la momie sur place. Et c'est là qu'on va assister à cette chose étonnante, cette invitation
venait donc... Le président Giscard d'Estaing envoie une lettre au président Sadat et lui dit nous allons mettre les moyens technologiques des hôpitaux français au service de ce mort depuis 32 siècles. C'est quand même étonnant. Et on commence à mettre au service de l'Égypte un avion militaire français qui va donc... Le pharaon va prendre l'avion. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pharaon prend l'avion. C'est ce que je disais tout à l'heure à la fin du journal de Guillaume Cahour et je voyais que tout le monde ouvrait de grands yeux. Ben voilà, vous avez la réponse, l'explication. Le pharaon prend l'avion, il est accueilli au Bourget et il est accueilli comme un chef d'État. Il est accueilli par la garde républicaine, par un ministre et il est accueilli comme il se doit. Mais Ramsès II est vexé. Je lui fais dire qu'il est très vexé de l'absence de Giscard lui-même. Ça, c'est vous qui le lui faites dire. Alors, nous avons, une archive Europe 1. Voilà ce qu'on disait sur l'antenne d'Europe 1. C'était en septembre 1976. Une momie, c'est très compliqué. Ça n'est pas seulement le corps de Ramsès II. Ce sont tous les traitements qu'on lui a fait subir pour l'embaumement et tous les objets que l'on a mis dans lui et autour de lui et qui sont des éléments qui peuvent être attaqués ou altérés par des causes de destruction. Alors nous devons chercher ces causes et pour les trouver, il n'y a pas d'autre solution que de faire des micro-prélèvements toutes les fois que c'est possible sans altérer le document et de faire appel à un très grand nombre de laboratoires spécialisés. À partir du moment où nous connaîtrons la cause, où nous pourrons la combattre, il n'y aura plus qu'à passer au deuxième acte de l'opération, c'est-à-dire préparer la présentation de Ramsès II dans son sarcophage, mais dans des conditions de conservation, c'est-à-dire avec un appareillage scientifique qui le maintiendra indépendant de toute l'atmosphère extérieure, en température, en humidité, en lumière, et qui donc assurera sa survie aussi longtemps que possible. Ce monsieur qui parle très doctement, c'est donc Lionel Balou, qui était doyen du Musée de l'Homme et qui parlait au micro de Jean-Yves Boulin. C'était le 27 septembre 1976, au moment donc où arrive à Paris, par avion, par convoi spécial, la momie de Ramsès II. Qu'a-t-on fait à cette momie? Comment tout ça s'est-il passé? Nous y revenons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. C'est moi le gardien du musée de l'homme, du musée d'anthropologie. Je m'ennuie toute la journée comme une pièce d'anatomie. Je déambule comme un somnambule. Du petit matin jusqu'au soir, dans les galeries de squelettes, parmi les fœtus en bocaux, les disséqués sans queue ni tête, et les écorchés en lambeaux. Mais quand vient le soir, dans la galerie, je suis enfin seul avec ma momie, ma poupée du Nil, aux hanches si fines. Claude Astier sur Europe 1 avec la momie. C'est pas tout à fait la même que celle dont nous parlions, nous. Non, pas vraiment. C'est plutôt celle de Théophile Gautier, là, oui, qui c'est celle-là, intéressait Claude Astier. Alors, un de nos auditeurs, François, nous demande si nous allons parler du fait qu'au moment de son rapatriement, enfin, c'est pas un rapatriement, d'ailleurs, au moment de son déplacement en France, Ramsès avait son propre passeport et que sur le passeport, à la ligne profession, on aurait noté roi, entre parenthèses, décédé. Vous connaissez cette anecdote, Robert Solé ? Oui, il y a eu des... Ça me rappelle d'ailleurs que quand il est arrivé de Luxor en 1881, au musée du Caire, au port du Caire, de l'époque, oui. On ne savait pas comment déclarer les momies. Il y avait les fonctionnaires de l'époque n'avaient rien dans leur listing concernant les momies. On a fini par inscrire Ramsès II comme du poisson séché. Alors là, en 1976, quand Ramsès II part pour Paris, là, il y a des obstacles administratifs. Les Égyptiens, les fonctionnaires égyptiens ne veulent pas lâcher leur pharaon. Et on va assister à quelques petites complications de ce genre, mais il partira quand même puisque le pharaon en place, Sadat, l'a décidé.
Le Transal de l'armée de l'air française décolle le 26 septembre à 8h du matin sous un ciel serein, écrivez-vous. Étant un peu en avance sur la réception officielle prévue au Bourget, il fait une brève escale à Istres. À 18h, exactement comme ferait un chef d'État donc, à 18h, Ramsès II est accueilli sur le sol français par un détachement de la garde républicaine, en présence d'Alice Saunier, CIT, secrétaire d'État aux universités. Le convoi sera escorté par des motards jusqu'au musée de l'Homme, place du Trocadéro, mais on fera un petit détour par la Concorde pour permettre à Ramsès II d'admirer son obélisque érigé au cœur de Paris. C'est quand même extraordinaire les symboles qui accompagnent ce déplacement a priori scientifique et médical. Alors ça, c'était une idée de Christiane Desroches-Noblecourt que vous avez citée tout à l'heure, une bonne idée. Je crois que Ramsès II a été touché de voir son obélisque planté en plein cœur de Paris, avant d'aller au musée de l'Homme où lui a été fabriqué un laboratoire Ramsès II. Et d'ailleurs, on l'a installé sur une sorte de matelas spécial qui figure encore aujourd'hui dans la vitrine où est exposée au musée du Caire la momie de Ramsès II, au milieu d'autres momies. Alors, dans quelles conditions, dans quel contexte? C'est bien tout le problème. Vous déplorez, vous, Robert Solé, que Ramsès II, dites-vous, n'ait pas encore eu accès à la vie éternelle. Que faudrait-il pour qu'il y accède ? Alors, pour les anciens Égyptiens, il y avait des conditions. La première condition, c'était que le corps du défunt soit complet, soit reconstitué complètement. Non seulement son corps, le corps c'est la momification, mais les éléments immatériels de la personne, c'est-à-dire le nom. Le nom était très important. Quand on prononçait le nom de quelqu'un, c'était le faire vivre. Le nom, l'ombre, et puis ce que nous appelons l'esprit et que les Égyptiens appelaient le Ba, le Ka, l'Ak, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que ces éléments immatériels de la personne devaient rejoindre le corps complet pour permettre aux défunts d'accéder à la vie éternelle. Le problème, c'est que le corps de Ramsès II n'est pas complet. On n'a pas retrouvé les fameux vases canopes, oui. Les fameux vases canopes contenant les intestins, le foie, l'estomac. Les 4 vases canopes n'ont pas été retrouvés. Le cœur, en revanche, de Ramsès II, on pense qu'il l'est, mais on n'a pas pu l'établir à 100%. Toujours est-il que donc, les choses ne se passent pas comme prévu pour Ramsès II. Sa tombe a été pillée, vous l'avez dit, dans l'Antiquité. La momie a été déplacée plusieurs fois, c'était pas prévu. Elle a été exposée, c'était pas prévu non plus. Le corps n'est pas complet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. La question qui se pose et que vous faites poser par la voix même de Ramsès, puisque vous le faites constamment parler, encore une fois, dans ce livre, c'est de savoir si l'on doit tout simplement exposer des momies. Est-ce que ce sont des objets d'histoire et d'antiquité comme n'importe quel autre? Ce sont après tout des corps humains que l'on expose comme ça dans des vitrines sous parfois des éclairages pas très respectueux du reste. Des corps humains que nous n'avons pas dans nos sociétés l'habitude d'exposer. C'est interdit. Alors, est-ce qu'il y a prescription après tant de millénaires de siècles? Est-ce qu'il y a prescription? Ça se discute. Il est évident que là, on expose les momies parce que c'est quand même formidable, une momie. Hein. Le corps conservé du plus grand pharaon qui est là, quasiment intact. Alors, on peut le faire de façon respectueuse. Je pense qu'on le fait de façon respectueuse. Mais lui-même est très choqué et on le comprend. Et vous racontez, vous, votre dernière visite sur place, c'était en janvier de cette année, 2011. Vous avez été obligé d'avoir recours à un gardien pour remettre un peu d'ordre dans la première salle d'exposition des momies, où c'était un petit peu le souk, si je puis dire. Oui, j'ai été assez choqué. C'était juste quelques jours avant la révolution du 25 janvier en Égypte. Et il y avait une sorte de désorganisation au musée qui m'a choqué. En principe, cette salle des momies, il y a 2 salles des momies royales. Et elles sont dans la pénombre. On a essayé de reconstituer l'atmosphère d'un caveau, c'est très bien. Et en principe, c'est silencieux, on ne prend pas de photos, on ne parle pas. Et là, c'était un petit peu la pagaille. Est-ce que les Égyptiens d'aujourd'hui sont encore très attachés, au-delà de toutes les différences de civilisation, etc. Est-ce qu'ils sont encore très attachés à ces pharaons, à ces momies et au-delà à tout le patrimoine de l'Égypte antique? Mais vous savez, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que pendant longtemps, les Égyptiens ne se sont pas intéressés à leur antiquité. Ils les découvrent donc? Oui, c'était les Européens essentiellement au XIXe siècle. Les Anglais, les Français, qui ont bien sûr. redécouvert l'antiquité égyptienne. Les Égyptiens, eux, ignoraient cette antiquité
aussi pour des raisons religieuses, parce que c'était une antiquité pré-islamique, donc païenne, et on l'ignorait. Mais aujourd'hui, et depuis déjà des décennies, les Égyptiens sont très fiers de leur patrimoine archéologique et connaissent l'importance matérielle, ne serait-ce que pour le tourisme de ce patrimoine. Les Français les y aident du reste. Nous avons depuis Mariette et au-delà, nous avons une grande tradition de présence des scientifiques, des égyptologues français au Caire. On connaît évidemment les démêlés qu'on a pu avoir avec un monsieur comme Zaïd Hawass, qui était le responsable des antiquités d'Égypte. Mais en même temps, la présence française est très grande. On a vu le rôle des Français dans le sauvetage de la momie de Ramsès II. Il y a une égyptomanie française ? Oui, les Français n'ont pas le monopole de la passion pour l'Égypte, mais ils ont consommé cette passion, et ils l'ont consommée de diverses façons, avec Bonaparte qui a conquis l'Égypte, avec Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes en 1822, et puis ensuite avec tous ces égyptologues que vous avez cités, pendant un siècle, ce sont des Français qui vont diriger le service des antiquités égyptiennes après avoir fondé le musée du Caire. Et donc, il y a entre la France et l'Égypte pharaonique un lien très spécial. Merci beaucoup Robert Solé. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est édité aux éditions du Seuil, « La vie éternelle de Ramsès II ». Ce titre-là dit tout.